Son souffle chaud de whisky est quelque chose distinctement lui. Cèdre et air froid brossaient contre mon lobe d'oreille comme il finissait la phrase. Je souhaite je t'avais rencontré en premier. Les mots n'étaient pas une supplication. Ils étaient une déclaration de fait, alourdie par tout ce que nous n'étions pas censés ressentir. Mon ex-Mark était à l'étage, probablement endormi, mais sa présence était un lourd manteau drapé sur le couloir étroit, nous pressant. Je ne pensais pas à Mark, cependant. Je ne pensais pas aux conséquences ou à l'histoire enchevêtrée, impossible nous connectant. Mes mains traçaient déjà la ligne nette et sérieuse de la mâchoire de Léo, confirmant la dure réalité de sa présence contre mes doigts tremblants. Tout ce que je fis fut de le tirer plus près, m'enfonçant dans la terrible, belle vérité de la transgression se déroulant entre nous. Le bourdonnement du trafic de la ville 9 étages plus bas était le seul bruit constant dans ma vie. Il était 22h45 un mardi, et j'étais exactement où j'étais toujours, perché sur mon comptoir de cuisine, buvant du thé à la camomille tiède et faisant défiler les nouvelles locales qui n'offraient zéro surprise. Mon appartement, un petit espace pratique au centre-ville de Seattle, ressemblait plus à une unité de stockage méticuleusement organisée pour une vie qui était fonctionnelle, mais finalement un substitut. J'avais 31 ans, graphiste, et j'avais perfectionné l'art d'occuper l'espace sans exiger l'attention. Ma relation avec Mark avait pris fin il y a 6 mois, non pas avec un fracas, mais avec un lent effacement mutuel qui ressemblait moins à un chagrin et plus à l'admission finale qu'un petit appareil était cassé. C'était d'un homme bon, s'éclaircit la gorge, prévisible, gentil. Mais la passion qui alimente une vie, pas seulement la soutient, elle avait toujours été absente. Maintenant, mes soirées étaient construites autour de rituels calmes, verrouiller le pain dormant, vérifier 3 fois mes fichiers de travail et peut-être lire 5 pages d'un livre avant que mes yeux ne se brouillent d'épuisement. La solitude ne me dérangeait pas. J'avais juste cessé d'en attendre plus. Cette nuit était censée être un mardi standard, rendu légèrement inhabituel seulement par le fait que les parents de Mark, la formidable famille Harrison, organisaient leur cocktail annuel d'avant Thanksgiving. J'avais répondu non immédiatement après la rupture, sachant que ce serait gênant. C'étaient des gens adorables, mais l'idée de parler de ma carrière tandis que Mark planait, également gêné, me semblait de l'autoflagellation inutile. Puis vint le SMS de Mme Harrison, s'éclaircit la gorge Eleanor. « Chérie, je sais ce que c'est fini, mais ta famille, j'ai besoin d'aide avec le plan de table pour les donateurs de la fondation. Peux-tu passer demain matin pendant 1 heure? Juste café et plan. Aucune pression pour rester. » Eleanor Harrison était impossible à refuser. Elle voyait ma nature calme et méticuleuse non pas comme de la timidité, mais comme de la compétence, et elle l'exploitait impitoyablement, mais gentiment. Elle était la raison pour laquelle je conduisais ma berline légèrement trop vieille à travers la ville le lendemain matin. Non habillée pour une fête, mais habillée pour la logistique. Chemise blanche impeccable, pantalon ajusté, cheveux tirés en arrière. J'étais l'experte en efficacité d'Eleanor, pas l'ex-petite amie. Ce rôle offrait un bouclier sûr et invisible. Je garais ma voiture dans la rue calme, bordée d'arbres de leur énorme maison à Laurelhurst. La maison était déjà animée de traiteurs et d'arrangements floraux, mais je connaissais la routine, directement au bureau arrière, où le vrai travail se faisait. Je m'attendais pleinement à passer 1 heure à discuter des nappes et des objectifs de la fondation, puis à m'éclipser avant que Mark ou toute autre personne notable n'apparaisse. J'étais là pour être fonctionnel, pour être oublié une fois les plans finalisés. C'était sûr, c'était prévisible, et cela garantissait que je restais totalement invisible. La matinée se passa exactement comme prévu, ce qui signifiait qu'elle était entièrement inoubliable. Eleanor était gracieuse. Son bureau sentait légèrement le vieux papier et le parfum cher, et nous avons disséqué la liste des invités pendant 1h30, plaçant stratégiquement les donateurs de haut profil à des tables qui maximisaient leur esprit de compétition.
Je ressentis une petite satisfaction familière à ordonner le chaos. Quand nous eûmes fini, le plan de table était un chef-d'œuvre parfaitement codé par couleur. « Tu es une sauveuse, Anya, » dit Eleanor, me pressant un verre frais de jus importé cher dans la main. « Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Mark t'a laissé partir. Tu organises sa vie mieux que lui. » Elle le dit affectueusement sans malice, mais le commentaire me serra quand même légèrement la poitrine. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce sentiment. J'étais une excellente assistante, une planificatrice méticuleuse, une bonne partenaire en théorie, mais jamais tout à fait la bonne personne à aimer réellement. « Juste contente d'avoir pu aider, Eleanor, » répondis-je, forçant un sourire professionnel éclatant. « Je devrais retourner au bureau maintenant. » « Nonsense! Les traiteurs sont juste en train de préparer un petit déjeuner pour l'équipe de direction. Tu dois rester. J'insiste. Pense-y comme une compensation pour tes compétences organisationnelles inégalées. » J'hésitais. Rester signifiait risquer une rencontre avec Mark, ou pire, rendre les choses plus intimes qu'elles ne l'étaient. Mais Eleanor se tenait près de la porte, bloquant ma sortie avec le genre d'autorité sociale polie mais ferme que possèdent les épouses de PDG. Il faudrait plus d'efforts pour argumenter que pour concéder. « D'accord, » dis-je, me résignant à 15 minutes de conversation maladroite sur des sandwichs artisanaux. « Merci. » Eleanor me conduisit par l'escalier arrière, passant devant la cuisine, un tourbillon de plateaux d'argent et de chefs français pressés, et dans un salon de soleil vitré. Une longue table en acajou était dressée avec un simple buffet, et 3 hommes étaient déjà assis à examiner des documents. J'en reconnus 2 instantanément. C'était de hauts cadres des Industries Harrison, puis mes yeux attrapèrent le 3e homme. Il était assis en bout de table, sa posture rayonnant une énergie contenue immédiatement perceptible. Il n'était pas formellement habillé comme les autres. Il portait un Henley gris anthracite et un jean foncé, ressemblant plus à quelqu'un qui venait de terminer un entraînement physique intense qu'à une réunion de conseil d'administration. Il était plus âgé que Mark d'environ 1 décennie, avec une corpulence plus forte et une immobilité troublante. C'était Leo Harrison, s'éclaircit la gorge, le frère aîné de Mark. J'avais rencontré Léo peut-être 5 fois au cours des 2 années où j'avais fréquenté Mark, généralement lors de grandes réunions de vacances. Il était notoirement distant, arrivant souvent en retard et partant tôt. C'était le PDG, le sérieux, le très réussi, et il me traitait avec la même indifférence formelle et polie qu'il montrait au personnel subalterne. Le voir ici, l'air décontracté et intense, semblait une violation de l'ordinaire. Je ne m'étais certainement pas attendu à partager une table de déjeuner avec lui. Il leva les yeux juste au moment où Eleanor me présenta et ses yeux, une nuance de gris profonde et saisissante, rencontrèrent les miens. Il n'y avait pas de chaleur, seulement une nette reconnaissance professionnelle. J'étais juste Anya, l'aide, à qui l'on offrait le déjeuner. C'était un moment complètement accidentel, hautement circonstanciel, et je ressentis immédiatement le besoin familier de minimiser ma présence. Leo Harrison n'était pas juste plus âgé. Il habitait une sphère différente. Alors que Mark était léger et agréable, Leo était la gravité. Il portait le poids d'une corporation de plusieurs milliards de dollars sur ses épaules, et on pouvait le voir dans le léger froncement permanent entre ses sourcils et la façon dont ses épaules ne se relâchaient jamais complètement, même lorsqu'il se penchait en arrière sur sa chaise. C'était le genre d'homme qui ne demandait pas le silence. Il le générait simplement. Je pris une assiette, la remplis chichement de salade et de légumes rôtis, juste assez pour avoir l'air poli, et m'assis à l'extrémité de la table, aussi loin que possible du nexus du pouvoir. Elané rejoignit les cadres, les engageant dans une conversation joyeuse et stratégique sur les objectifs de la Fondation. Je gardais la tête baissée, prétendant être profondément fasciné par ma requête. Léo parlait rarement, et quand il le faisait, sa voix était un baryton grave et résonnant qui coupait le bavardage facile des autres.
Il n'était pas bruyant, mais il attirait une attention immédiate. J'essayais de ne pas le regarder, me concentrant plutôt sur la façon dont la lumière du soleil frappait le bois poli de la table. Pourtant, toutes les quelques minutes, je sentais l'attraction indéniable de sa présence. C'était le genre de personne qui définissait le périmètre d'une pièce. Mark semblait toujours légèrement intimidé par Léo, ce qui était logique. Léo gérait l'empire familial depuis qu'il avait 30 ans, suite à la retraite anticipée de leur père. Il avait le respect durement acquis qui vient de prendre des décisions impossibles et de vivre avec les conséquences. Il était totalement distant, n'existant que dans les gros titres et les salles de conseil, certainement pas dans le petit monde tranquille où je triais les plans de table et dessinais des logos. Soudain, Eleanor mentionna mon nom. Anya ici a réussi à démêler le gâchis de la réservation Goldstone en moins d'1 heure. C'est une faiseuse de miracles. Léo marqua une pause, l'action de porter son café glacé à ses lèvres se figeant en plein air. Il me regarda de nouveau. Cette fois, le regard n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle, c'était une évaluation. Cela ne dura que 3 secondes, mais il sembla que la température du salon de soleil chuta de 10 degrés. Les Goldstone, répéta Léo, sa voix douce et neutre. Ils devaient être séparés des Parker. Ils le sont toujours. Les avez-vous placés près de l'ambassadeur? Oui, je confirma, surprise qu'ils connaissent la politique sociale complexe des donateurs de la Fondation. Table 6 près de la scène, mais avec une obstruction visuelle de la table des Parker. Et un chemin clair vers le bord. Un fantôme de sourire, si faible qu'il aurait pu être un jeu de lumière, toucha le coin de sa bouche. Astucieux. La plupart des gens les mettent à des kilomètres, ce qui garantit juste qu'ils se rencontreront au buffet. Furieux, il abaissa le verre, ses yeux tenant toujours les miens, une fraction de seconde de plus que strictement nécessaire. Tu as un bon œil pour la résolution de conflits, Enya. Le compliment livré avec une telle gravité de sa part me frappa d'une force inattendue. Ce n'était pas une platitude décontractée. C'était une observation sincère et cela me fit dresser les petites poils sur les bras. Je me sentis rougir, soudainement hyper conscient de son attention. J'étais complètement dépassé. Un satellite silencieux soudainement pris dans l'orbite d'une planète silencieuse massive. La conversation revint à la stratégie d'entreprise, mais l'atmosphère autour de moi se sentit fondamentalement altérée. Je continuais à manger ma salade, mais je ne goûtais rien d'autre qu'une anxiété sèche et soudaine. Avais-je imaginé cette intensité dans son regard? Était-ce simplement un professionnel reconnaissant, un père compétent? Oui, bien sûr. Léo Harrison avait 35 ans, très discipliné, et ne me connaissait que comme la petite amie calme et organisée de son frère. Mon esprit se mit immédiatement à rationaliser le moment. Je projetais, je ruminais un simple compliment parce que je recevais rarement de validation d'hommes qui ne me demandaient pas d'aller chercher le nettoyage à sec. Mais le malaise persistait. Eleanor discutait de l'orateur principal et Léo avait sorti son téléphone, vérifiant clairement ses emails tout en maintenant une semblance de présence. Je me remettais tout juste dans mon rôle d'observatrice attentive en arrière-plan quand la glace dans mon verre bougea, faisant un fort cliquetis. Léo ne leva pas les yeux au son, mais sa main gauche, reposant nonchalamment sur le bord de la table, tapota 2 fois, un rythme rapide, presque imperceptible. Puis, sans lever la tête, il parla, dirigeant la question subtilement, seulement vers moi. « Fais-tu toujours le travail de conception web pour la charité de l'hôpital pour enfants? » La question me déstabilisa. C'était un détail obscur d'il y a des mois, un petit projet freelance que j'avais entrepris alors que je fréquentais encore Mark. Je me souvenais à peine l'avoir mentionné à quelqu'un de la famille. Oui, c'est presque terminé, réussis-je, ma voix semblant mince. Pourquoi? Léo leva enfin la tête, fixant ses yeux gris sur les miens. Il n'offrit pas d'explication immédiatement. Au lieu de cela, il y eut un long silence bourdonnant qui s'étendit finement sur la table, bien que les autres n'eussent pas remarqué, toujours absorbés par le récit d'Eleanor sur les honoraires de l'orateur. « Je me souviens juste que Mark a mentionné que tu étais engagé dans le projet, dit-il.
Et la façon dont il prononça le nom Mark fut comme une encre jetée entre nous. Un rappel de la barrière, mais ensuite il ajouta, sa voix basse. J'ai vu les maquettes. Elles étaient propres, précises. Tu as un don pour éliminer le bruit. Les cadres rirent de quelque chose que Eleanor avait dit, comblant le vide gênant. Mais j'étais fixé sur Léo. Il parlait de mon travail. Mark avait à peine regardé ses maquettes, les rejetant comme beaucoup d'espaces blancs. Léo, le PDG, les avait non seulement regardés, mais s'en était souvenu et les avait analysés. Merci, dis-je, sentant une chaleur ridicule monter dans mon cou. C'est mon travail. Il acquiesça simplement. Mais le regard qu'il me donna n'était pas professionnel. Il était trop intense, trop spécifique. Il semblait qu'il voyait la structure de mon esprit, pas seulement les détails de ma carrière. Je décidai immédiatement que je fabriquais cette tension. C'était le frère de Mark, un homme qui traitait des négociations à hauts enjeux, pas de sous-texte émotionnel discret. Il était juste poli, essayant peut-être de me faire me sentir moins comme l'ex-petite amie gênante. Mais le sentiment que quelque chose avait subtilement changé, qu'il prêtait attention d'une manière que personne dans cette famille, y compris mon ex, n'avait jamais fait, me fit transpirer les paumes. Ce n'était pas professionnel, c'était personnel, et je n'avais aucune idée de quoi en faire. Le petit déjeuner se termina rapidement. Eleanor et les deux cadres passèrent à la revue des plans de traiteur, me laissant seul avec Léo dans le salon de soleil, au milieu des restes éparpillés d'assiettes et de verres. Je me levai, préparant ma sortie polie et rapide. Ne pars pas encore, Anya. Sa voix était plus basse maintenant, plus douce, dépouillée de la résonance du conseil d'administration. Je me retournai lentement. Il était toujours assis, regardant à travers le mur vitré le jardin de fin d'automne. Mais son attention était intérieure. Il semblait plus lourd soudainement, l'énergie contenue remplacée par une fatigue visible. « Tout va bien, Léo ?» demandai-je, détestant la façon hésitante de ma voix. Il passa une main sur l'arrière de sa nuque, un geste de fatigue que je ne l'avais jamais vu se permettre en public. « Bien, juste beaucoup de pression ces derniers temps. Acquisition, logistique, l'habituel. » Il soupira, une expulsion d'air courte et nette. Parfois, j'ai l'impression de gérer une machine parfaite complètement vide à l'intérieur. C'est toujours à propos de la prochaine chose, de la plus grande chose. Cette confession fut si inattendue qu'elle me laissa sans voix. C'était Leo Harrison, l'homme qui prospérait sur l'efficacité et l'échelle, admettant qu'il s'en sentait vidé. J'avais toujours supposé que le poids qu'il portait était stimulant. Maintenant, cela ressemblait à une cage dorée. « C'est difficile de diriger, » continua-t-il, rencontrant mes yeux de nouveau. Sa garde était baissée et l'intensité que j'avais notée plus tôt était toujours là, mais maintenant elle était superposée d'une solitude profonde et intense. Tout le monde voit le titre, le jet de la compagnie, le succès. Il ne voit pas la paperasse à 3 heures du matin ou le fait que chaque conversation est une négociation, même avec la famille. Il marqua une pause, se penchant en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Mark a de la chance. Il trouve de la joie dans la simplicité. Il peut s'éloigner de quelque chose qui ne le sert pas sans avoir l'impression de démanteler une structure entière. Il parlait de la rupture, comparant obliquement la facilité de son frère à sa propre incapacité à se désengager. Ce n'était pas si simple, murmurai-je, pensant à la lente et douloureuse dérive avec Mark. S'éloigner fait toujours mal. Mais tu l'as fait. Tu as donné la priorité à ta paix. Il me regarda, une admiration sincère et triste dans son expression. J'envie ce courage. Je n'ai pas été vraiment seul depuis une décennie, Anya, mais je n'ai pas été vraiment vu depuis plus longtemps que ça. Tout le monde ici connaît ma position. Personne ne connaît le coût de la maintenir. Ce fut le moment où la balance pencha. Il n'était plus le PDG inapprochable. C'était un homme désespérément isolé par son propre succès, tendant la main à travers un gouffre d'histoire et de statuts. L'asymétrie entre nous n'avait pas disparu. Il était toujours Leo Harrison, mais la dynamique de pouvoir s'était inversée complètement. Socialement, il dominait.
Émotionnellement, il se tenait sur un terrain instable. Et pour la première fois, il laissait quelqu'un le voir trembler. Il avait besoin de connexion, pas de stratégie. Et il me parlait, à moi, l'ex-petite amie discrète, du fardeau émotionnel de sa vie. Je réalisais que je retenais ma respiration. Je tirais instinctivement la chaise en face de lui et me rassis, abandonnant l'idée de ma sortie rapide. Il ne sembla pas surpris. Il sembla soulagé que je n'eusse pas fui son honnêteté soudaine. Ça a l'air épuisant, dis-je, choisissant la vérité la plus simple que je pus trouver. Ça l'est, admit-il. Il prit d'une cuillère et remua distraitement la glace fondante dans son verre vide. C'est difficile de se souvenir ce que c'est que de juste être sans en calculer l'optique. Même à la maison, quelqu'un regarde toujours, jugeant toujours le prochain mouvement. Je comprenais parfaitement ce sentiment, bien que ma version fût à une échelle beaucoup plus petite. Je vivais ma vie en essayant de minimiser les frictions, m'assurant de ne jamais causer une ondulation. J'avais passé 2 ans dans l'ombre de Mark, me fondant sans problème dans l'arrière-plan de sa vie. Je pense que j'ai commencé lentement. C'est pourquoi j'aime organiser les choses. Une feuille de calcul ne vous juge pas. Un bon design est simplement efficace, et cette efficacité suffit. Léo sourit enfin. Un vrai mouvement naturel des coins de sa bouche qui transforma toute son expression sérieuse. Exactement. Tu vois les lignes épurées? Il marqua une pause. Mark n'a jamais compris ce que là de toi. Il pensait que tu étais juste discrète. J'ai toujours pensé que tu étais précise. Le compliment me frappa différemment cette fois. Il ne s'agissait pas de mon éthique de travail. Il s'agissait de reconnaître ma nature intrinsèque. C'était comme être validé par une langue que je ne savais pas que quelqu'un d'autre parlait. Nous restâmes là pendant un temps indéfini. Peut-être 10 minutes, peut-être 20, sans avoir besoin de remplir l'espace de déclarations dramatiques. La voix d'Eleanor flottait de la salle à manger adjacente, ponctuée par le tintement de la mise en place du traiteur. Mais ici, dans le salon de soleil, tout était atténué et calme. Je parlais de mon enfance, rien de dramatique, juste grandir dans une petite ville en dehors de Portland, apprendre à observer avant de parler. Il écouta avec une attention presque physique, n'interrompant pas, juste suivant chaque mot. Il ne parla plus de la compagnie. Il me raconta qu'il avait appris à naviguer avec son père quand il avait 12 ans et comment il aspirait toujours à la solitude de l'eau libre, même s'il n'avait pas touché un bateau depuis des années. Il n'y avait pas de flirt dans l'air, pas de tension d'attente. Juste 2 adultes isolés de différentes manières, reconnaissant une même longueur d'onde. C'était une connexion entièrement construite sur une présence honnête. Quand le chef traiteur entra finalement pour débarrasser les dernières assiettes du déjeuner, le charme fut brisé par un bruit discordant. Je me levai, me sentant plus lourde qu'en m'asseyant, alourdi par l'intimité soudaine. Cette conversation tranquille me semblait plus profondément vraie que ma relation entière de 2 ans avec son frère. « Merci d'être resté, » dit Léo, se levant et tendant sa main. Non pas pour une poignée de main, mais juste un geste ouvert et persistant. Je la pris. Sa peau était chaude et rugueuse, incroyablement réelle. « Merci pour le déjeuner, Léo. Ce n'était pas une promesse de quoi que ce soit, juste un moment capturé. Une petite poche de vérité dans la réalité hautement gérée de la famille Harrison. » Je m'éloignais du domaine Harrison, ressentant une légèreté dangereuse et inconnue, comme si je venais de faire une plongée sous-marine émotionnelle. Mais alors que je m'insérais sur l'autoroute, la réalité glaciale de la situation s'abattit sur moi. Je venais de passer 20 minutes profondément intimes avec Leo Harrison, le frère aîné de mon ex-petit ami, le chef de l'entreprise, et un homme qui, jusqu'à il y a 1 heure, était fonctionnellement inaccessible. Le conflit immédiat était paralysant. Je n'avais aucune raison de ressentir cette scène, cela compris par lui. Mark et moi étions proprement séparés. Oui, mais la dynamique familiale était complexe. Eleanor, que j'aimais sincèrement, me considérait toujours comme une Harrison par association. Une connexion avec Léo ne serait pas juste compliquée.
Ce serait une explosion sociale. S'éclaircit la gorge. C'était la trahison ultime de la proximité, une proximité taboue. Je commençais à analyser la situation comme un plan de table. Conséquences, risques et avantages. Les avantages étaient purement émotionnels et entièrement égoïstes. L'attraction terrifiante d'être vraiment reconnu. Les risques étaient tout le reste. Perdre Eleanor, créer un drame irréconciliable dans la famille avec laquelle j'essayais toujours de maintenir des liens cordiaux et potentiellement ruiner la réputation tranquille durement acquise sur laquelle je comptais. Il n'avait pas fait un geste, ne m'avait pas invité, n'avait même pas laissé entendre quoi que ce soit de romantique. Tout ce qu'il avait fait, c'était d'exposer une profonde vulnérabilité et de reconnaître ma précision. Mais le regard dans ses yeux quand il parlait de se sentir isolé, cela exigeait une réponse. Cela exigeait une connexion. Je dois arrêter ça, pensais-je, serrant le volant. C'était précisément le genre de situation impulsive et désordonnée que j'évitais toute ma vie. Léo était inatteignable, non seulement par son statut, mais par le réseau social complexe qui nous liait. Si cela progressait, cela signifierait choisir le chaos, choisir le drame, choisir de cesser d'être invisible. Et j'avais terriblement peur de choisir quoi que ce soit qui exigeait autant de visibilité. Je décidai fermement que je ne répondrais pas au bref message texte qu'il m'avait envoyé 10 minutes plus tôt. Une courte ligne non engagée. S'éclaircit la gorge. J'ai apprécié la pause aujourd'hui. Merci, Anya. Je laisserai le moment passer. Le laisserai s'estomper dans le bruit de fond, acceptant la perte de cette connexion unique comme le prix à payer pour maintenir ma vie organisée et prévisible. Ça faisait mal, une douleur vive et surprenante dans ma poitrine. Mais c'était la chose responsable à faire. J'étais une adulte. Je savais contenir une étincelle momentanée. Je devais la contenir. Je ne pouvais pas risquer le feu. Je rentrais chez moi, répétais mes rituels du soir habituels et regardais l'écran de mon téléphone clignoter obstinément avec la notification de Léo. Je ne l'ouvris pas. J'allais être fuck. J'allais laisser la tension se dissiper naturellement. J'avais fait de la paix. Puis à 23 heures, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'ai failli laisser aller au répondeur, mais un instinct désastreux et imprudent me fit répondre. Bonjour, c'est Léo. La voix basse et contrôlée me calma instantanément. Je sais qu'il est tard, mais je devais appeler. J'avais besoin de savoir si tu allais vraiment bien. Mon mur prudent de maîtrise de soi se fractura instantanément. L'audace même de l'appel, contournant le message texte et les limites conventionnelles du temps, me coupa le souffle. Léo, je vais bien. Pourquoi n'irais-je pas bien? J'entendis une lourde expiration de son côté de la ligne, un son qui suggérait qu'il se tenait dans un endroit sombre et calme, peut-être en train de regarder la ville qu'il possédait. Parce que je viens de passer les 5 dernières heures à décortiquer chaque minute de notre conversation, et j'ai réalisé que j'étais profondément malhonnête. Malhonnête à propos de quoi? Mon cœur commença un rythme frénétique et bruyant contre mes côtes. J'entendais la pluie commencer à tomber contre ma fenêtre, nous isolant davantage dans le calme soudain de la fin de nuit. Je ne complimentais pas seulement tes compétences, Anya, dit-il, sa voix tombant à ce registre intime, presque rauque. Je t'observe depuis des mois, au dîner de Thanksgiving, au pique-nique d'entreprise, même à ce terrible barbecue d'été que Mark a insisté pour organiser l'année dernière. Je me figeais, serrant le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Léo, je ne comprends pas. Tu comprends, affirma-t-il, sa voix absolue. Tu penses que tu es invisible, Anya. Tu traverses des pièces comme un fantôme, faisant le travail nécessaire, réparant le chaos, puis te retirant. Mais je vois toujours la personne bout en bordure, analysant la structure, ne participant pas au bruit. Il ne s'agissait pas du plan de table. Il s'agissait de lui me regardant quand je pensais que personne ne regardait.
C'était terrifiant et enivrant tout à la fois. Quand tu étais avec Mark, continua-t-il, la simple mention du nom de son frère coupant l'air, je me disais sans cesse que tu étais à lui, que c'était le contexte, pas l'attirance, que c'était simplement une appréciation pour quelqu'un avec de la structure. Il marqua une pause et je jure que je pouvais sentir l'électricité de son indécision voyager à travers les fils. Puis la phrase clé vint. Simple et émotionnellement dévastatrice, livrée sans fioriture ni chaleur, juste la vérité brute. Mais aujourd'hui, quand j'ai enfin eu la chance de m'asseoir et de te parler, je n'ai pas vu la petite amie ou l'ex-petite amie de Mark. J'ai vu la personne que j'aurais dû connaître depuis le début. J'aurais aimé te rencontrer en premier, Anya. Je te regarde et je ne vois pas de complications. Je vois le foyer. J'haletais. Ce n'était pas une approche. C'était un aveu d'erreur catastrophique et de reconnaissance profonde. Il n'essayait pas de me séduire. Il me choisissait. Il risquait sa réputation, ses liens familiaux et tout son monde contenu avec ce seul souhait murmuré. Il voyait le foyer dans la réalité désordonnée de la femme que son frère avait laissé partir. Le poids de sa confession écrasa mes défenses instantanément. Toutes mes raisons rationnelles de me retirer, la supériorité morale, la peur du conflit, s'évanouirent. Tout ce qui restait était la vérité de sa voix et la sincérité absolue choquante de son regard, que je pouvais sentir même à travers la ligne téléphonique. Ma gorge se sentit serrée. Pendant un long moment, le seul son fut la pluie lointaine. J'étais censé raccrocher. J'étais censé dire « C'est incroyablement gentil, Léo, mais c'est impossible. Pense à Mark. Pense à Eleanor. » J'étais censé nous protéger tous les deux des retombées inévitables. Au lieu de cela, j'inspirais brusquement, ma voix tremblante quand je parlais enfin. Je ne sais pas quoi dire à ça. J'ai l'impression que je n'aurais pas dû entendre ça. Mais tu l'as fait, rétorqua-t-il, son ton doux et patient. Et maintenant tu ne peux plus le défaire. Je ne te demande rien, Anya. Je suis juste honnête sur ce que te voir aujourd'hui a fait à l'arrangement silencieux de ma vie. Mon arrangement est silencieux parce que j'ai besoin qu'il le soit. Je confessais, les mots se déversant, bruts et vulnérables. J'ai peur des conflits. J'ai peur d'être la raison d'une scène. Et ceci serait la plus grande scène de ma vie. Je sais, affirma-t-il immédiatement. Je comprends le coup. C'est pourquoi j'ai gardé le silence si longtemps. Mais l'idée de retourner au silence maintenant, de te voir t'éloigner complètement, est insupportable. J'ai vu en toi quelque chose qui reflète la partie la plus profonde de moi-même, Anya. Et je demande simplement la chance d'explorer cela, quel que soit le désordre, aussi petite que soit l'opportunité. Il ne me pressait pas. Il offrait un choix terrifiant d'honnêteté, posant le fardeau de la conséquence carrément sur la table. Mes mains tremblaient violemment maintenant. Je marchais jusqu'à la fenêtre, regardant les lampadaires scintiller à travers le trottoir mouillé. Je pensais à la trajectoire prévisible et sûre de ma vie, l'ascension méthodique de ma carrière, les soirées calmes, les enjeux émotionnels faibles. Et je réalisais que la sécurité ressemblait moins à la paix et plus à une lente suffocation. Je fermais les yeux. La seule chose qui importait était le sentiment soudain et indéniable d'être vraiment désiré pour ma structure, pour ma précision, pour le noyau silencieux de qui j'étais. Non pas désiré comme un ornement ou un substitut, mais choisi comme une contrepartie. J'ai peur, Léo, admettais-je, ma voix à peine un murmure. J'ai vraiment peur de ce que cela signifie pour nous tous, moi aussi. Il dit que c'était la chose la plus humaine qu'il ait dite de la journée. Mais la peur, Anya, n'est que la connaissance que quelque chose d'important est en jeu. Je veux ressentir cela avec toi si tu me laisses faire. Le combat me quitta. Il n'y eut pas de grand défi, pas de soudain élan de confiance courageuse, juste une lassitude de prétendre que je n'avais pas ressenti la connexion. Moi aussi. D'accord, dis-je, le seul mot semblant plus lourd que toute grande déclaration. Je ne sais pas à quoi cela ressemble, mais je ne nierai pas que tu m'as vu aujourd'hui. Je ne l'ignorerai pas.
C'était un accord hésitant pour marcher sur un terrain instable, une décision de ne pas fuir la vérité qui l'avait forcé à l'existence. Je choisissais de prioriser cette connexion fragile et impossible par rapport à ma paix soigneusement construite. Un silence partagé s'installa de nouveau entre nous, mais cette fois, il n'était pas alourdi par l'histoire ou la prétention. Il était rempli de la promesse fragile et tremblante d'un commencement. Il ne s'agissait pas encore d'amour ou de romance ou même de sexe. Il s'agissait d'acceptation, l'accord mutuel de ressentir la peur et d'avancer. Quoi qu'il en soit, merci Anya, dit Léo, sa voix rauque. Je sais que c'est difficile. Nous n'avons pas à le définir ce soir. Nous devons juste accepter de ne pas reculer. Nous acceptons de ne pas reculer, confirmai-je, répétant le mantra. Cela ressemblait à la signature d'un pacte avec le destin. Nous ne terminâmes pas l'appel brusquement. Nous parlâmes pendant 1 heure de plus. Manly, nous éloignant de la gravité de la confession et revenant au territoire confortable de l'observation partagée. Il me demanda quelle nuance spécifique de sarcelle j'avais choisi pour le logo de la charité et pourquoi. Je lui demandais comment il réussissait à compartimenter le stress des rapports trimestriels. C'était la conversation la plus profonde et la plus honnête que j'ai jamais eue avec un homme, construite sur la fondation étonnante qu'il voyait la partie la plus structurée, la plus cachée de moi et voulait s'en rapprocher. Alors que nous nous préparions finalement à raccrocher, Léo fit une dernière demande. Le cocktail est samedi. Je sais que tu as décliné, mais Eleanor t'attend toujours pour la dernière répétition des plans d'éclairage en fin d'après-midi. Je serai là. Nous pourrons parler 5 minutes face à face, loin du bruit. Je connaissais le risque de rentrer dans cette maison en connaissant le terrible et beau secret que nous partagions maintenant. C'était imprudent. C'était inviter le désastre. Mais l'idée de le voir, de confirmer la sincérité de ses mots par un regard, était trop irrésistible. Je serai là, acceptai-je. Je raccrochai le téléphone et restai près de la fenêtre, ressentant le profond changement dans l'architecture de ma vie. La peur était toujours un nœud froid dans mon estomac, mais elle était maintenant éclipsée par une excitation palpitante et indéniable. J'avais été invisible si longtemps, et maintenant, l'homme le plus puissant, le plus contenu que je connaissais m'avait vu, m'avait choisi et avait souhaité que j'eusse été sienne depuis le début. L'histoire ne faisait que commencer. En dehors des règles, en dehors des limites, je l'avais tiré plus près. Et maintenant, nous étions empêtrés dans la vérité compliquée des conséquences. La sécurité de ma vie tranquille était partie, remplacée par la réalité dangereuse et essentielle de nous. Si vous avez déjà ressenti la terreur absolue qui fait battre le cœur de choisir ce qui est juste pour vous, plutôt que ce qui est facile pour tout le monde, ou si vous désirez simplement plus de confessions intimes qui prouvent que même les hommes les plus puissants sont seuls, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Dites-moi dans les commentaires, risqueriez-vous tout pour la personne qui vous voit vraiment? Faites-le moi savoir. Et je serai de retour bientôt avec la prochaine confession.